face à face, on va parler de la mondialisation, on va en reparler, on va parler d'Europe aussi. Celui qui va venir vous interpeller a été la révélation des primaires à gauche. Il s'agit d'Arnaud Montebourg. Merci François. Bonsoir Arnaud Montebourg, vous avez sans doute suivi cette interview économique avec une grande attention. Juste avant de vous donner la parole et avant d'enclencher le chronomètre, 3 questions précises, 3 questions d'actualité, François Bayrou, pour bien comprendre votre position sur l'Europe. C'est actuellement en discussion à Bruxelles. Alors vous vous êtes exprimé récemment. D'abord, est-ce que vous nous confirmez que pour vous, le projet de traité Sarkozy-Merkel, qui est actuellement en discussion, que ce projet est un pas positif, c'est ce que vous avez dit, mais insuffisant? Je me souviens pas d'avoir dit cette phrase parce que, pour moi, ce projet est absolument dans la gamme de ce qui est déjà décidé et déjà voté. Ce qui est fantastique dans cette affaire, c'est que Nicolas Sarkozy dit nous allons revenir à l'équilibre en obligeant chacun des pays à respecter la règle du déficit à 3%. Qui a renversé cette règle? La France comme d'autres. C'est Nicolas Sarkozy, à 2 reprises. La première reprise, il était avec Jacques Chirac, qui était président de la République, il était ministre des Finances. Et la deuxième, il vient d'être élu, on est le 9 juillet 2007, et il y avait une réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe, et Nicolas Sarkozy décide qu'il va remplacer son ministre des Finances. Il crée une sensation énorme, et il arrive à l'Eurogroupe, et il fait sauter cette discipline que les ministres des Finances étaient en train de rappeler et de respecter, qui était de dire à partir de maintenant, plus d'exception, on ne renversera plus la règle du respect des déficits. Et c'est lui 4 ans qui l'a plus tard, fait. sur ce traité. C'est lui qui l'a fait. Et donc, la cohérence est en cause. Et deuxièmement, moi je pense qu'on n'a pas besoin de traité pour respecter des disciplines qui concernent nos enfants. Alors, on va l'accepter, c'est bien, peut-être... Vous vous sentirez engagé par ce traité si vous êtes président de la République et qu'il n'a pas encore été ratifié? J'ai défendu depuis 2002 ce qui est devenu une vedette de la vie politique française, qui est la règle d'or. Depuis 2002, j'ai dit, le peuple français, pas Bruxelles, des décisions lointaines européennes, le peuple français doit interdire à ses dirigeants de faire des déficits abusifs. Et j'avais même dit déficit de fonctionnement, sauf en période de récession. Parce que la récession exige naturellement le soutien. Cette règle-là, eh bien, il faut l'adopter pour la France, il faut l'adopter pour les autres pays, je la soutiendrai, mais je ne veux pas qu'on explique que c'est à cause de l'Europe que nous sommes obligés de respecter nos enfants. D'accord, vous dites que c'est une règle de bon fonctionnement, une règle de gestion publique. Deuxième question, et ça ne changera pas la crise. Deuxième question, on vous entend souvent dire... Il faut un autre rapport de force avec l'Allemagne. Il faut une confrontation, comme au temps du général de Gaulle. Mais quelle serait l'arme secrète de François Bayrou pour prendre l'ascendant sur Angela Merkel? D'abord, je suis pas sûr que ça soit en termes d'ascendant que ça se joue. Confrontation, en tout cas, vous avez employé le mot dimanche dernier. Je veux le remettre dans le contexte. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel multiplient les conférences de presse, se présente tous les 8 jours devant les caméras en disant on s'entend beaucoup, on est vraiment d'accord sur tout. Et en fait, à voix basse, il vous explique que la France n'est pas du tout sur cette position. Ce que la France voudrait, c'est que la Banque Centrale Européenne intervienne, ce qui, à mon avis, est une position juste. Mais je préférerais qu'on ait des explications franches et qu'on débouche sur des accords ou des compromis, plutôt que d'avoir des discussions en secret et de se faire des caresses en public. De passer son temps à expliquer qu'on est d'accord sur tout. Ça n'est pas ça. Ce que des dirigeants français de premier plan auraient fait, je pense avec amusement à ce que le général de Gaulle aurait fait dans une circonstance comme celle-là. Il aurait convoqué une conférence de presse et il aurait dit « Mesdames et messieurs, voilà la position de la France ». Et ça aurait fait évoluer nos partenaires allemands. Ça, ce serait la méthode Bayrou. L'intimité franco-allemande, ces 2 peuples qui réfléchissent ensemble à l'avenir de l'Europe, elle est indispensable. Pour autant,
ça ne doit pas se transformer en mise en scène de quelque chose qui en réalité n'est pas vraiment un accord. Et donc, pour moi, je pense que l'explication franche et l'exposition franche de la position française aurait été meilleure. Bien, c'est parti pour le débat. 25 minutes. Arnaud Montebourg, c'est à vous. Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. D'abord, je voudrais dire l'estime que je ressens à votre parcours, la solitude que vous affrontez, l'adversité que vous avez connue, le sens des convictions qu'on ne vous retire pas. Vous dire que je partage avec vous votre révulsion sincère contre toutes les formes de corruption dans les pouvoirs, que vous avez défendu la 6e République, je crois que c'est encore le cas, je partage ce combat avec vous. Également, vous avez été un 3e homme, je l'ai été aussi, à une place beaucoup plus modeste, mais la particularité de votre place, c'est que vous n'avez pas voulu choisir. Alors c'est la raison pour laquelle ce soir, je vais profiter du temps qui nous est donné pour clarifier un certain nombre de choix, puisque les hommes d'État ne peuvent jamais se dérober, doivent dire leurs choix et éclairer l'opinion publique. Nous sommes en train de vivre un moment important et peut-être décisif sur la manière dont l'Europe est en train de vivre des convulsions et un système financier qui s'écroule. Finalement, si on résume la situation, nous avons en face de nous deux protagonistes, les marchés, le système financier qui a pris le pouvoir, les agences de notation, les paradis fiscaux, qui ont pris le pouvoir depuis 15-20 ans. Et puis de l'autre, les peuples, les gouvernements, les démocraties, les citoyens, les États et leurs contribuables. Et on voit bien qui est en train de gagner. Les démocraties sont maintenant sous tutelle des marchés, et les marchés ont toujours, depuis 3 ans que c'est effondré, c'était le signal de déclenchement de la crise, la banque Lehman Brothers, aucune mesure en Europe de limitation sérieuse de la spéculation, de mesures de limitation de l'activité bancaire, d'interdiction des paradis fiscaux n'a été prise par aucun des gouvernements. Et aujourd'hui, les gouvernements, qui ont pourtant secouru les banques, mis beaucoup d'argent, et donc assumé des dettes pour secourir la dette accumulée de façon inconsidérée par les banques, on se retrouve aujourd'hui dans la situation, ce sont les banques et le système financier qui est en train de faire sauter à la corde les États, et derrière les États, il y a les contribuables. Et tous les gouvernements européens arrivent maintenant avec des propositions de plans d'austérité. Vous-même, je vous l'ai entendu tout à l'heure, proposer un plan, une forme de thérapie de choc digne de la saignée du médecin de Molière, on risque de mourir guéri, puisque en vous écoutant, vous allez même beaucoup plus loin dans les diminutions de dépenses publiques et dans les augmentations d'impôts pour les classes moyennes et classes populaires, TVA, CSG, que le gouvernement actuel, qui est très impopulaire. Donc finalement, vous faites payer la crise par les gens qui n'ont que leur travail pour vivre, alors que les socialistes allemands, français, qui ont noué un accord politique d'une meilleure facture que ce que maintenant en Europe on appelle le Merkozy, c'est-à-dire cette fusion d'ailleurs de 2 personnes qui ne s'entendent pas autant que cela, Madame Merkel et Monsieur Sarkozy, les socialistes français et allemands défendent la mise en quelque sorte au pas, sous tutelle du système financier et bancaire, de manière à ce que les citoyens ou les gouvernements eux-mêmes ne soient plus sous cette tutelle et ne soient pas obligés de payer à la place des banques. Très bien. Donc, alors, Monsieur Bayrou, il faut choisir. Soit Goldman Sachs, Lehman Brothers, le système bancaire, soit la population que nous devons défendre. Et vous avez déclaré, hier, dans votre très belle déclaration de candidature, tous ceux qui vous disent que les causes de nos difficultés viennent du monde de la finance, des banques, de l'Europe, tout cela nous dévoie et nous désarme parce qu'il nous empêche de regarder en face nos insuffisances et nos erreurs. L'homme du courage, de la rupture, stupeur, et du côté des banques. Vous protégez le système, Monsieur Bayrou, ou vous voulez le transformer au profit de l'être humain qui va payer la facture à la place de ces gens-là? Monsieur Montebourg, la rhétorique ne remplace pas la vérité. Le discours, les périodes, et parfois même la grandiloquence ne remplacent pas la vérité. Je dis ça parce que nous avons en effet assez souvent partagé des combats civiques, démocratiques. Et c'était très bien. Et je n'ai rien oublié de ces choses-là. Bien. Vous avez parlé des socialistes, dont vous êtes. Et vous avez dit qu'ils avaient un bon plan, un bon projet.
à quelle année les socialistes ont-ils fixé le retour à l'équilibre? 2017. 2013, François Hollande a dit, si je ne me trompe pas, mais je ne crois pas me tromper, François Hollande a dit, en 2013, nous aurons fait l'essentiel du chemin pour le retour à l'équilibre. Il dit 3%, je crois. 3% oui, très bien. du déficit. Alors, venons maintenant à ce que le déficit est en montant en France. Le déficit est 130 milliards. Oui. Oui. La question que je vous ai posée, non, parce que je vais venir à la question. Mais la question, c'est simplement pour clarifier. Qui va payer? C'est simplement pour clarifier les choses. Les masses, les chiffres, etc. C'est qui va payer? Oui. Eh bien, tout le monde est d'accord que le problème de la dette, surtout constituée dans la crise pour sauver les banques, est un problème. La question, c'est qui va payer? Et nous proposons que ce soit le système financier qui paye. Alors, réponse de François Bayrou. Alors, je dis, c'est pas les riches, hein. C'est le système financier. Oui. C'est les transactions financières. Eh bien, j'ai défendu les transactions financières en 2000 au Parlement européen. Vous voulez dire la taxe sur les transactions financières? La taxe sur les transactions. Tobin, à l'époque, puisqu'elle s'appelait comme ça, j'ai défendu cette taxe et nous avons été battus par 2 voix. Et les 2 voix, aussi étranges que ça paraisse, aussi anachroniques et bizarres, étaient les voix de Krivine et de Madame Laguillet, qui ont refusé de voter pour, parce que dans leur raisonnement, qui était un tout petit peu obsessionnel, taxer les transactions, c'était les justifier. Bon. Et comme ils ne voulaient pas les justifier. J'ai défendu ça, et je suis d'accord avec ce point. Si nous le pouvons et nous le devons, taxer les transactions financières est essentiel. Mais ça rapporte des sommes qui sont loin de proportion avec celles qu'il va falloir trouver pour faire l'équilibre. En clair, vous dites qu'il faut trouver les ressources dans l'économie réelle. Pour revenir au point où la dette n'augmente plus, il faut trouver 100 milliards. Alors vous demandez à Arnaud Montebourg où il trouve les 100 milliards. Je propose que 50 milliards soit 50 milliards d'augmentation des ressources et 50 milliards de baisse de la dépense publique en France, qui est de très loin la plus importante de tous les pays comparables en Europe. C'est un effort, Monsieur Montebourg, quel que soit le vainqueur de l'élection au mois de mai, cet effort devra être fait. Et si on raconte aux Français qu'on peut, par une baguette magique, éviter un tel effort, on leur ment. Alors, on peut leur mentir avec de belles phrases, mais on leur ment. Je vais répondre à François Bayrou qu'il y a 3 étages dans la dette. L'étage historique, soutenable, tolérable, qui n'est pas en cause puisque avant la crise, elle ne posait pas de problème. Il y a eu l'étage des cadeaux fiscaux, 10 années de sarkozysme, qu'il faut reprendre, dont vous ne parlez pas. Et j'ai voté contre chaque fois. Cet argent doit être repris. D'ailleurs, un argent qui était injustement consenti à des catégories de la population qui n'ont pas de problème de pouvoir d'achat, à des entreprises qui n'ont pas de problème de développement, des exonérations de cotisations sociales pour des entreprises comme Carrefour, des supermarchés, qui ne risquent pas de délocaliser. On n'a jamais vu un supermarché fuir sa clientèle, mais enfin les profits accumulés permettent de considérer qu'un effort peut être fait par ces entités économiques pour participer à l'effort collectif. Donc déjà, il y a tout ça à reprendre. Les droits des successions, les plus grosses successions qui ont été exonérées. Voilà. C'est aussi dans mon projet. Voilà. Les cadeaux fiscaux en tout genre. Ça fait beaucoup d'argent et plusieurs dizaines de milliards. Il y a ensuite le 3e étage de la dette. C'est la dette constituée dans la crise, où on a financé les plans de relance, le sauvetage ou le renflouement d'établissements bancaires, Dexia, la Grèce. On ne sauve pas la Grèce. On sauve les banques qui ont des intérêts en Grèce. Là, il faut trouver de l'argent. Ce n'est pas à la population française de payer. Il doit y avoir une sorte de ligne rouge. C'est pour ça que je vous interroge. Dans les engagements de tout candidat à l'élection présidentielle, qui consiste à reconnaître que ceux qui n'ont aucune responsabilité dans cette crise ne peuvent pas en payer les conséquences. Ça fait 450 milliards. Nous avons fait la proposition avec les socialistes français de mutualiser les dettes européennes et mettre des obligations sur le plan européen pour mutualiser et faire payer... 450 milliards, je n'ai pas suivi votre c'est le dernier étage de la dette française. C'est beaucoup. Sur les 1600, 700, c'est beaucoup.
il faudra que ce soit le système financier qui paye. Et je crois que là, cela demandera beaucoup de courage. C'est même beaucoup plus difficile. Comment peut-il payer par les taxes sur les transactions financières, par des mesures de reprise des profits. Est-ce que vous savez, par exemple, l'année dernière, les 3 grandes banques, Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale, ont distribué 4 milliards de dividendes à leurs actionnaires. Vous ne pensez pas que cet argent ferait mieux d'être utilisé pour rembourser nos dettes alors qu'on a secouru ces établissements? D'accord avec ça, François Bayrou, les profits des banques? Il faut être précis. Les dividendes, c'est pas les profits, c'est les profits distribués aux actionnaires. Être précis. Il y a eu une crise en 2008. Cette crise était la responsabilité des banques. Parce ils s'étaient lancés dans des aventures absolument déraisonnables en prêtant de l'argent sans qu'il y ait les garanties pour que cet argent puisse être remboursé. C'est ce qu'on a appelé la crise des subprimes. Donc ça, c'est la crise bancaire. Vous dites, on a mobilisé de l'argent pour sauver les banques. C'est pas tout à fait exact. On les a aidés, mais ils ont remboursé et avec intérêt. Quand on met 30 milliards sur la Grèce, attendez. Qu'est-ce qui va en Grèce et qu'est-ce qui va dans les banques? L'essentiel dans les banques. J'ai pas fini. Donc ça, c'est la crise de 2008. Et cette crise-là, elle était de la responsabilité des banques. La crise que nous vivons aujourd'hui, elle est très différente. Elle n'est pas, et Dieu sait que j'ai été assez sévère avec les banques et leurs mécanismes de bonus, de multiplication de salaires mirobolants. Mais la crise que nous vivons aujourd'hui, la vérité oblige à dire qu'elle n'est pas de la responsabilité des banques, elle est de la responsabilité des États. Alors là-dessus, on a compris votre désaccord. Cette année et l'année précédente, c'est parce que les États s'étaient endettés indûment, s'étaient endettés au-dessus de leurs forces, étaient en situation de surendettement, comme un ménage est en situation de surendettement. On a compris. Vous savez ce qu'a dit M. Stiglitz, qui est prix Nobel d'économie, il a dit quels sont ces dirigeants qui accusent les États qui sont la dernière roue de secours des économies. Il y a 3000 économistes. Il y a Pardon? Je comprends pas cette phrase. Attaquer les États, qui sont les seuls aujourd'hui à pouvoir sauver. Mais les États n'ont fait que rattraper les bêtises du système financier que vous protégez et que vous ne voulez pas vous-même mettre au pas, en quelque sorte. Mais non, c'est pas épouvantable. Vous l'avez déclaré, vous dites il ne faut pas s'attaquer aux banques et vous venez de le redire. Non, je dis il y a un problème. Que cette fois-ci, la responsabilité est la responsabilité des États. Tous ceux qui ont pris la responsabilité de laisser partir, filer, exploser l'endettement de leur pays alors qu'ils ne peuvent pas le rembourser, ceux-là sont coupables et responsables. Messieurs, je crois qu'on a compris votre désaccord là-dessus. Est-ce qu'on parle de la mondialisation et du protectionnisme? Arnaud Montebourg, vous vouliez interpeller François Bayrou là-dessus. C'est vrai que j'ai apprécié que François Bayrou défende le Made in France. Mais c'est-à-dire finalement en français, produit en France. Bien sûr, mais c'est une facilité. Si nous pouvons éviter les anglo-saxonismes dans ce sujet. Oui, mais chacun comprend qu'il s'agit de relocaliser des activités productives sur notre territoire. Nous avons perdu plusieurs centaines de milliers d'emplois ces 5 dernières années, des emplois industriels bien payés, de bonne qualité, qui ont disparu, des filières entières ont disparu, les délocalisations se sont multipliées vers l'Asie, l'Europe de l'Est, le Sud. Et notre pays est un pays, et je partage votre diagnostic alarmiste, en voie de désindustrialisation. Est-ce que vous partagez aussi les solutions que vous avez entendues? Je pense, et je voudrais finalement dire à François Bayrou que je ne pense pas que la proposition consistant à dire nous allons maintenant mettre des labels ou des étiquettes sur les produits suffirait. Je crois qu'il sera d'accord. Anecdotique. Enfin non. Ceci est psychologiquement important. Mais ça n'est pas le cœur du dispositif qu'il faut adopter pour à nouveau produire en France et dont nous allons parler, si j'ai bien compris, le plan de l'émission. Alors, votre question peut-être à ce sujet à François Bayrou, ou votre propos en tout cas. J'ai défendu, et hier encore nous étions en Saône-et-Loire, dans mon département avec François Hollande, dans un atelier d'Alstom, dans une autre entreprise aussi, où un chef d'entreprise a relocalisé une production depuis la Chine jusqu'en France, et où il a fait la démonstration fabriquant une tablette tactile plus performante que l'iPad ou que les produits de Samsung, coréens, ça a été évoqué tout à l'heure, plus créative, plus performante, et un produit d'ailleurs très original, il a décidé de revenir en France. Il a fait un petit peu ce qu'a fait le PDG de Toyota Valenciennes, qui dit nos coûts de production permettent de soutenir la compétitivité. Qu'en déduisez-vous? Qu'il est possible de croire dans notre pays. Et je partage ce point avec M. Bayrou. Je voudrais vous le dire. Mais que lorsque les écarts
de compétitivité de prix entre l'Europe en moyenne et le reste du monde, que nous subissons, que ce soit d'ailleurs l'Allemagne ou la France, je ne fais pas de distinction, 20 milliards de déficit extérieur à notre détriment, nous la France, vis-à-vis de la Chine, ou au détriment de l'Allemagne vis-à-vis de la Chine, 20 milliards chacun, on est traité de la même manière. Il faut des barrières de protection. Et qu'il n'y a pas de protection contre la monnaie chinoise, qui est un outil de dumping. Les règles sociales où on utilise des esclaves qu'on met en compétition avec nos ouvriers européens qui eux-mêmes ont 2 siècles de lutte sociale à leur actif. Ou le dumping environnemental, on ne respecte même pas la sécurité sanitaire. C'est le cas en agriculture, on a jeté les paysans européens sur les marchés mondiaux sans limite. On applique des règles environnementales en Europe, mais on ne les protège pas de la violation la violation par d'autres pays de ces règles. Donc la concurrence est totalement déloyale et elle est meurtrière. Tout à l'heure, les 2 truelles présentées par François Langlais. Monsieur Langlais en était la démonstration. Donc vous dites qu'il faut des barrières protectionnistes. On ne s'en sortira pas sans, premièrement, une banque centrale européenne qui défende un euro un peu moins fort. Ça, c'est l'Allemagne qui ne veut pas. Mais c'est un problème. C'est que l'Allemagne a fait de l'euro une sorte de marque, avec une stratégie monétaire. Et l'indépendance de la Banque centrale européenne semble être une dépendance à l'égard des intérêts de l'Allemagne. Mais nous, ce n'est pas notre intérêt, ni l'Italie, ni l'Espagne, ni les autres pays européens. Deuxième point, ce sont les droits de douane. Tous les pays, aujourd'hui, il y a encore eu des mesures qui ont été prises par l'Inde, un pays important, interdisant la grande distribution de venir s'installer, y compris la nôtre, Carrefour, j'en parlais tout à l'heure, sur le territoire indien. Le Brésil vient décider de taxer à plusieurs centaines de pourcents tous les produits fabriqués en Chine pour obliger les constructeurs à venir produire au Brésil. Dans l'automobile également, à tel point que certains constructeurs européens ont décidé d'aller construire là-bas. Alors pour quelle raison l'Europe ne pourrait pas faire de même? Je ne parle pas de la France. La France n'a pas la taille pertinente et nous partageons ce point ou cette réticence. Et c'est ce qui me permet de combattre le nationalisme de Madame Le Pen. Mais pourquoi l'Europe n'a pas de politique commerciale, nous désarme face à la concurrence déloyale mondiale, et pour quelle raison vous ne pourriez pas, à votre tour, comme beaucoup d'autres dirigeants européens, y compris les socialistes européens, commencer à faire bouger votre analyse et vos propositions? Réponse de François Bayrou. Ah, mais mon analyse et mes propositions, au moins sur un point, vont rencontrer ce que vous dites, et c'est très important. Il y a un point sur lequel, s'il ne restait qu'un point sur lequel on aurait infiniment besoin de l'Europe, s'il n'en restait qu'un, c'est pour lutter en effet contre le scandale de voir la monnaie chinoise, qui est sous-évaluée, on pourrait presque dire politiquement truquée, de 50% ou 40%, ce qui fait que les produits chinois nous sont souvent artificiellement vendus au-dessous de ce que devrait être leur valeur si on était dans un monde normal. Sur le constat, on sent que vous êtes d'accord. Sur le constat, on est d'accord. Barrières douanières, François Bayrou. Alors, simplement, c'est une toute petite remarque. L'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, est dirigée par un responsable d'origine socialiste français. Pascal Lamy. Pascal Lamy. Je désapprouve sa politique. Mais il est dans le même parti que vous, en tout cas. Je n'en ai pas l'impression. Il y a été. Oui. Mais il y a des... Je cherche l'intrus, je n'ai pas l'impression d'être celui-là. Il y a des situations où il faut accepter les réalités comme elles sont. Et François Bayrou, c'est votre réponse qu'on attend sur les barrières douanières. Et donc, de ce point de vue-là, ce que Arnaud Montebourg dit est un discours, mais il sait exactement, pertinemment, que aucun des pays européens qu'il voudrait enrôler dans une politique de cet ordre ne le fera. L'Allemagne, on a vu tout à l'heure sur les schémas de Monsieur Langlais, on a vu les chiffres. Comment vous voulez qu'un pays qui a 150 milliards d'excédents en euros, ce pays-là dise, nous allons mettre des barrières, il y perdrait sa vie, sa substance?
Alors, puisque lui, il est exportateur, ce pays-là. Tous les pays exportateurs, ils veulent que la liberté du commerce soit la plus 60% importante. des exportations allemandes dans la zone euro, quand même. Oui, Je mais voudrais Arnaud dire Montebourg, que c'est un vœu pieux, 80% des exportations allemandes sont moi j'avais le sur chiffre le de 60. territoire européen. C'est-à-dire y compris les pays qui ne sont pas membres de la ce zone que euro. dit François Bayrou, c'est ce serait Et un que vœu la pieux. Non. Et que la Chine porte autant préjudice à l'Allemagne qu'à la France. Et donc nous avons des intérêts stratégiques qui sont les mêmes. Et je voudrais vous dire... Préjudice, le mot... Bon, C'est un je préjudice sais bien que de que perdre le 20 mot, milliards. je sais bien que le mot est un trait, mais le commerce international, ça n'est pas une chose nuisible. Quand il n'est équilibré, Il faut il n'est pas simplement nuisible. qu'il soit juste. Mais il ne l'est pas. Et que la concurrence, vous êtes beaucoup opposé à cette expression, soit non faussée. Elle est faussée avec la Chine en particulier pour des raisons monétaires. Et donc cette question-là doit être une question mise à l'ordre du jour. Et une autre question qu'il faut mettre à l'ordre du jour, c'est le minimum de régulation, ça veut dire de lois, de règles, qu'on imposerait au système financier du monde. Là aussi, on est un peu dans les vœux pieux quand même. On est dans les vœux pieux, mais c'est le travail des dirigeants de sortir des vœux pieux pour entrer dans la réalité. On a évoqué les paradis fiscaux, comme on dit entre guillemets. Quel progrès a été fait sur les paradis fiscaux? Alors là-dessus, vous serez d'accord aussi, je crois. La Banque Monsieur mondiale... Obama, Je voudrais peut-être répondre sur le point de... juste tout à pour l'heure montrer sensible. une chose qu'on peut faire. Monsieur Obama a dit, pour lutter contre les paradis fiscaux, il y a une chose extrêmement simple. À partir du 1er janvier 2013, chaque fois que un compte bancaire sera ouvert au nom d'un citoyen américain dans un de ces pays, obligation sera faite de ces pays de le déclarer au fisc américain. Sans ça, nous n'aurons plus aucun échange avec ces pays. Ben écoutez, c'est une chose qui ne coûte pas 1 euro, qui demande seulement de la volonté politique et qui pour l'instant n'a pas été faite, qui est accessible pour tous ceux qui disent le scandale de ces paradis fiscaux, nous en avons assez. Et ce sont des centaines de milliards qui sont en vous serez jeu. d'accord. Si Arnaud Montebourg, si vous vouliez répondre, beaucoup il d'argent reste 3 minutes. Est-ce que vous voulez interpeller François Bayrou sur un autre sujet? Je veux d'abord terminer ce débat qui est important parce qu'avec les propositions de François Bayrou, les délocalisations vont continuer, il n'y aura pas de protection de notre industrie, de nos emplois, nos territoires. La Banque mondiale vient de publier le nombre de mesures de protectionnistes, de restrictions commerciales en 3 ans. 1243 nouvelles mesures. L'Europe en a pris combien? 60. L'Europe est une passoire. C'est cela qu'il faut changer et je voudrais signaler à votre attention, Monsieur Bayrou, le texte signé entre le Parti socialiste et le SPD qui défendent l'introduction de normes sociales et environnementales dans le commerce international. C'est une première dans un texte européen entre les deux grands pays économiquement constitués de l'Europe. Mais... Donc, sur le commerce déloyal, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Sinon, les dégâts seront considérables. Il reste 2 minutes. Est-ce que vous voulez aborder un dernier sujet rapidement? Moi, je voudrais aborder un sujet simplement. Ce qu'on entend dans ce discours-là n'est pas respectueux des gens qui, en France, exportent. Parce qu'il y en a en Allemagne, il y en a aussi en France. Dans mon village, là-bas, dans les Pyrénées, on produit 1 sur 2 des moteurs d'hélicoptères qui volent dans le monde. Je ne sais pas, c'est au moins 80% à l'exportation. Comment voulez-vous que je m'avance devant les ouvriers de Turbomeca, puisque c'est le nom de cette entreprise du groupe Safran, et que je leur dise, écoutez, nous allons bâtir un protectionnisme européen. Ils comprendront très vite que si nous bâtissons un protectionnisme, les autres le feront aussi. Réponse d'Arnaud Montebourg. Que les Américains qui ont remotorisé leur flotte de hélicoptères de police et de sécurité civile le feront aussi. Je vais répondre à François Bayrou que ce protectionnisme existe déjà, nous en sommes les victimes. Le Buy American Act donne le monopole à des entreprises situées sur le territoire américain qui créent des emplois sur le territoire américain pour répondre à leurs appels d'offres publics. Eh bien, les Chinois protègent le capital de leurs entreprises. Nous ne protégeons rien. Nous sommes les naïfs du village global. Et il ne s'agit pas de s'enfermer. Il s'agit d'avoir une stratégie de protection. Et je vais vous dire, il y a même des économistes qui disent
que nous sommes dans un tel état de désindustrialisation que nous avons besoin de nous protéger comme les pays qui ont eu besoin, le Japon, l'Allemagne, de se protéger dans leur histoire pour pouvoir redécoller une industrie. Voilà où nous en sommes, Monsieur Bayrou. Votre diagnostic, nous le partageons. Vos solutions, elles sont naïves. Oui, enfin. La dernière réponse ce que de j'aime François Bayrou, et chez puis on Arnaud arrive au terme de ce débat. c'est qu'il sait. Mais je voudrais qu'il en convainque. Je voudrais qu'il en convainque les responsables de son propre parti qui sont directement impliqués dans l'affaire du commerce mondial. Qui sont membres de son parti. Bon, là-dessus, on a entendu que Pascal Lamy et Arnaud Montebourg, c'était pas la lune de miel. Entre autres, oui, bon. Vous voyez bien à quel point il y a une distance entre les discours et la réalité. Il y a quelque chose dans cette affaire qui ne respecte pas les faits comme ils sont. Et moi, je ne crois pas que la France ou l'industrie française soit dans l'état que Arnaud Montebourg a décrit dans une envolée. Bien. Je pense que nous savons faire le très haut de gamme. Quand on sait faire des fusées, quand on sait faire des satellites, quand on sait faire des avions, quand on sait faire de la pharmacie de haut de gamme, on n'est pas un pays dans un état d'abandon industriel. Simplement, nous avons perdu le bas de la pyramide. Et c'est ce bas de la pyramide-là dont il va falloir qu'on s'occupe et dont les autres s'occupent. Vous vouliez dire un tout dernier mot? Je voudrais poser une ultime question à François Bayrou. Bref alors. D'accord. S'il vous plaît. Il y a 5 ans, vous avez obtenu 7 millions de suffrages, réalisé 18% des voix à l'élection présidentielle. C'est tout vrai. Vous avez eu le pouvoir entre vos mains, oui, pendant quelques jours, d'empêcher Nicolas Sarkozy d'accéder au pouvoir. Vous avez eu cette possibilité-là. Vous n'en avez rien fait puisque vous n'avez pas fait de choix. Vous avez pris cette responsabilité-là. Je la respecte. Mais rétrospectivement, vous avez aujourd'hui une part de responsabilité dans les événements ultérieurs qui sont produits, y compris dans les critiques que vous avez faites par rapport à un non-choix qui finalement aurait pu être autre. Une question rétrospective. Comment pouvez-vous imaginer recommencer, disant « je ne choisis pas ». Il va bien falloir choisir et surtout ne pas se tromper, parce que se tromper une fois, vous l'avez écrit dans des livres très très durs contre Nicolas Sarkozy, même si vous avez, semble-t-il, atténué votre pensée, l'indécision peut être terrible pour un pays comme le nôtre. Réponse de François Bayrou. On fait déjà la transition avec la séquence politique d'après, mais allez-y François Bayrou. Oh, c'est très simple. Je n'ai pas voté pour Ségolène Royal. Parce que je pensais que dans l'état où était la France, ça n'était pas un bon choix. Et autrement, si j'avais pensé le contraire, quoique mes amis en aient quelques jugements que mes amis en aient eu, j'aurais fait ce choix. Et je m'aperçois en effet que beaucoup de ceux qui prétendaient la soutenir, au fond d'eux-mêmes, avaient un jugement plus sévère que le mien. Ça, c'est le premier point. Deuxième pas de regret, point, donc. Non, quand je fais les choses, je les fais pas par hasard. Je pensais que il ne fallait pas que je vote pour Nicolas Sarkozy et que je le dise et que je l'assume. Mais je pensais que Ségolène Royal n'était pas, à cause de son programme et peut-être aussi de ce qu'elle portait, ne pouvait pas être présidente de la République à ce moment difficile de notre histoire. Donc je l'ai dit. Et j'assume ce choix. Deuxièmement, la question d'Arnaud Montebourg, elle est très simple. Elle est de faire croire que le premier tour de l'élection présidentielle est joué à l'avance et que c'est entre Nicolas Sarkozy et François Hollande que ce choix aura lieu. Eh bien, tout ce que je fais, tout ce que je dis aux Français, c'est que si on veut un vrai changement qui sorte des leurres et des histoires qu'on raconte à tout instant et qui trompent les gens, eh bien, il faut qu'on échappe à cette élection faite à l'avance. Que le pouvoir des citoyens, c'est précisément de faire mentir les prédictions que vous faites. Je crois qu'on va en reparler dans quelques minutes, qu'on n'a pas tout à fait fini d'en parler. Merci pour ce débat, Arnaud Montebourg. On va passer